Alors, bienvenue donc pour cette deuxième édition, donc le rendez-vous avec nos partenaires. Aujourd'hui, PRB, Biobrick, SIAC. C'est Jean-Loup Boissou qui sera donc l'animateur donc de ces trois partenaires. Je vous rappelle que vous pouvez revoir les différentes interventions de nos partenaires sur notre site à la rubrique Actualité et ensuite vous cliquez sur Cilia Web et vous avez donc accès au premier rendez-vous, c'était avec Loriot. Et donc, je vais donner la parole à Jean-Loup. Tu as la parole, Jean-Loup, pour ton intervention. Merci, Président. Merci pour cette introduction. Nous allons rentrer maintenant dans le vif du sujet, minimiser le risque de fissure en façade, donc qui a réuni trois partenaires, j'allais dire historiques, à savoir SEAC en ce qui concerne la structure, Biobrick en ce qui concerne l'élévation et bien sûr PRB en ce qui concerne les enduits. Donc minimiser le risque de fissure. Les causes peuvent être multiples et d'ampleur variable. Nous souhaitons aborder le sujet de manière préventive. Nous étudierons le thème de façon chronologique. Un terrain sur lequel est implanté l'édifice, où l'on construit l'ouvrage et l'on enduit la façade. À chaque étape, nous aurons des points de vigilance pour sécuriser la bonne exécution des travaux. L'évolution réglementaire. Une nouvelle carte de zonage est à considérer. Une cartographie de l'exposition du territoire au phénomène de retrait-gonflement des argiles qui a pour but d'identifier les zones exposées au phénomène. Plus de 2000 sites sont répertoriés. 3 critères d'analyse, de caractérisation sont retenus. La nature lithographique, un grand mot pour désigner la proportion d'argile, l'épaisseur et la continuité des couches. La composition numéralogique. En fait, la composition d'argile en minéraux plus ou moins sensibles. Et enfin, le comportement géotechnique qui révèle les propriétés mécaniques des composants du sol. La combinaison de ces 3 critères se traduit par 3 niveaux d'exposition. Susceptibilité faible, moyenne ou forte. Selon le niveau des mesures, seront à déployer. Attention, il faut comprendre par ces directives qu'à ces directives se rajoutent les autres réglementations existantes, notamment le sismique. L'arrêté du 24 septembre 2020 rentre dans le cadre de la loi Elan. Il rend obligatoire la réalisation d'études géotechniques dans le cadre de la vente de parcelles à bâtir pour la création des maisons individuelles dans les zones de susceptibilité moyenne et forte au retrait-gonflement des argiles. La GP1 est normalement due par le vendeur de la parcelle à bâtir. La démarche la plus complète et sécurisante est la GP2 Pro. Son coût initial sera compensé par l'optimisation des méthodes forfaitaires. Le législateur a prévu des garde-fous. Pour autant, ce ne sont pas les solutions les plus économiques. Ces contraintes modifient vos habitudes constructives. La profondeur des fouilles est considérablement augmentée par rapport à ce qui se fait jusqu'à présent. 80 cm en zone moyenne. Où le risque est le plus fort, il faut creuser jusqu'à 1,20 m. Un véritable bonheur de terrassier. Malheureusement, nous n'en avons pas en partenaire. Dommage. Le vide sanitaire. Une solution constructive optimisée. Une technique courante, un savoir-faire maîtrisé par vos maçons. C'est l'assemblage d'éléments manuportables. Au-delà d'être économe en béton, cette solution confère la plus grande stabilité de la structure.
Cette notion est essentielle pour supporter les élévations. Elle est gage de bonne tenue des murs et refonds. Une bonne assise bien dimensionnée évitera les risques de fissuration structurelle. Selon la performance recherchée, vous choisirez les ourdis isolants, polycéaques, ou le plus vertueux à base de matière 100% recyclée. Planchers intermédiaires. La légèreté est source de nombreux bienfaits. Moins de consommation, moins de manutention, moins de transport. Mais surtout, plus de sécurité en limitant les descentes de charge. Tout ceci permet de réduire drastiquement le risque de fissures structurelles. Une de moins que l'enduit n'aura pas à retenir. Un bâtiment bien solide et homogène, en utilisant les planelles, voilà les premières raisons de votre succès. En rajoutant la démarche vertueuse, nous sommes en route vers un développement durable et soutenable. L'ensemble de ces éléments est utilisable en maison individuelle, à étage, en maison groupée, ou bien évidemment pour les petits collectifs. Voyons l'élévation maintenant, les règles de l'art. On l'a vu, la base, le socle est solide et stable. Il convient maintenant de réaliser convenablement l'édifice. Il faut que cela soit droit. La rase de niveau est primordiale. La pose du premier rang requiert toute l'attention nécessaire. Fil à plomb, niveau, maillet, règles sont des outils indispensables. Mortier de joint mince. Il n'y a pas d'erreur possible. Le mortier est livré avec les briques. C'est le seul utilisable. Notez qu'il faut absolument dépoussiérer les briques pour assurer le bon collage. Le délai d'utilisation de la gâchis est de l'ordre d'une dizaine de minutes. Il convient donc d'adapter la quantité préparée à la capacité de mise en œuvre des briques. Seul un produit frais permet d'assurer un parfait collage du montage. C'est la garantie d'une bonne tenue pour éliminer les risques de fissures ultérieures au niveau de l'enduit. Ne pas oublier de malaxer la colle 3 minutes avant son utilisation. En revanche, ne jamais faire de complément d'eau au niveau de ce mortier. Mise en œuvre. La caractéristique d'absorption de la terre cuite oblige à un mouillage à l'avancement. Cela permet d'éviter le phénomène de grillage, synonyme de non-adhésion des briques, donc risque de fissuration. Veillez à utiliser l'outil adapté à la dépose du mortier de joint mince. Il permet de la dépose régulière de la colle sur toutes les cloisons de l'alvéole. Pose de la maçonnerie. On dit le bon outil fait le bon ouvrier. La scie alligator est indispensable pour la mise en œuvre soignée. Cela permet d'obtenir une parfaite maçonnerie homogène, indispensable à la bonne tenue de l'enduit. L'emploi des accessoires en terre cuite garantit également un bon résultat. L'hétérogénéité du support est systématiquement risque de fissure, malgré les mouchoirs de renfort préconisés dans l'enduit de recouvrement. Point singulier. Je viens d'en faire le commentaire et le répète concernant l'usage de la scie alligator et les différents accessoires mis en œuvre pour avoir une homogénéité de support. L'innovation.
L'évolution technologique permet de bénéficier de nouvelles méthodes. Ce produit prêt à l'emploi, en cartouche, sécurise le collage des briques. Plus simple de mise en œuvre, simplement 2 cordons de colle déposés à l'avancement. C'est la solution sans bavure, sans balèvre, pour une maçonnerie soignée, parfaitement compatible avec un enduit performant et résistant. Voilà concernant les fondations et l'élévation. On va faire un rappel des fondamentaux par rapport au support d'enduit. Nous venons d'aborder la structure en premier chapitre, suivi de la maçonnerie à l'instant. Il convient de faire une réception de support avant l'induction, avant la mise en œuvre de l'enduit. Cela est vrai quel que soit le matériau. Rouge pour la brique, blanc pour le bloc par pain ou le béton, blanc pour le béton cellulaire. Nous avons parlé de maçonnerie soignée. Le façadier doit tout de même s'en assurer. On va voir les seuils de tolérance acceptables. Nous verrons également les conditions application qui ont une incidence directe sur le résultat escompté. Compatibilité avec le support. Les produits, tout comme les petits éléments de maçonnerie, sont normés. Il convient d'utiliser le bon enduit sur le bon support. Pour les enduits, ils sont classés en 3 catégories. OC, OC 1, 2, 3. OC pour One Coat. L'harmonisation européenne des réglementations nous oblige à parler anglais, malgré le Brexit. Allez comprendre. OC1, One Coat 1, est la classe des produits les plus légers. Leur faible densité permet une parfaite tenue sur le béton cellulaire sans risque d'arrachement. OC2, les semis allégés. Leur formulation, leur densité et leur module d'élasticité leur donnent la meilleure compatibilité avec les briques performantielles. OC3, la gamme des semi-lourds, ne peut être employée que sur les parpaings classiques et le béton. Sa mise en œuvre est plus tolérante, mais requiert, comme les autres enduits, maîtrise et application soignée. On a la règle de la dégressivité. On pourra mettre sur un support RT3 de résistance maximale tous les produits OC. On ne pourra employer sur les RT2 que les semi-allégés OC2 ou les allégés OC1. On réservera exclusivement le produit OC1 allégé sur le béton cellulaire. Tolérance et épaisseur. Le DTU 26.1 est précis. Nous devons œuvrer sur un bon support. L'état de surface est important. Idéalement, nous devrions travailler que sur des maçonneries soignées. La flèche sous la règle de 2 mètres ne doit pas dépasser 10 mm. 7 mm sous la règle de 20 cm. Tout ceci pour une maçonnerie soignée, dont les consommations sont normées. Vous le comprendrez bien évidemment, sur maçonnerie courante dont la tolérance est plus grande, allant jusqu'à 15 mm sous la règle des 2 mètres, cela va engendrer une surconsommation de l'enduit. Que du bonheur pour votre serviteur. Pour autant, il est préférable de travailler de façon raisonnée parce que la surconsommation peut atteindre 30 à 40%. Nous parlons d'épaisseur minimum de 10 mm en tout point garanti. Parce que, pour rappel, l'enduit monocouche a une double fonction, mais la principale étant celle de l'imperméabilisation.
et ce n'est que par cette épaisseur minimum de 10 mm que l'on garantit l'imperméabilisation du support. L'épaisseur maximum est portée à 25 mm. Ceci peut nous permettre de mettre en valeur la façade avec la technique des matriçages. Le relief peut avoir une amplitude de 15 mm pour réaliser le décor. Sur le béton, les valeurs sont moindres. Sur un béton courant, nous aurons également logiquement une surconsommation d'enduit pouvant aller jusqu'à 1/3 de plus de consommation. La tolérance d'épaisseur de l'enduit est réduite à 5 mm en tout point, simplement parce que là, on n'a qu'une vocation décorative du support béton. En dessous de 5 mm, ça va être compliqué. Il n'y aura pas de cohésion de la couche d'enduit, donc il faudra déposer et refaire. Faire et refaire étant toujours travaillé, certes, mais faire bien dès le départ, c'est toujours mieux. L'enduit sur béton n'a qu'une couche, qu'une fonction de décoration. L'amplitude est portée à 10 mm pour faire les empreintes de matrissage qui font déjà une remarquable mise en valeur de la façade. Mise en œuvre. Le bon résultat de l'opération dépend essentiellement du respect des règles de l'art. Une protection des travaux peut être aussi une remarquable communication. Pour autant, le bâchage réduit l'ampleur du phénomène météorologique. Le vent qui provoque l'assèchement, le soleil qui surchauffe le mur. On va jouer avec l'orientation pour contrer les méfaits du soleil. Il faut appliquer l'enduit à l'ombre. On peut commencer de bonne heure l'été également. On ne travaille pas sous la pluie. La pluie qui peut constituer un film d'eau qui s'interpose à la bonne tenue de l'enduit. On œuvre sur un support essuyé, humide, mais surtout peu ruisselant. La température 5-35 degrés fait réagir l'enduit. Le temps de prise est variable. Attention, pour les couleurs soutenues, plus sensibles à la carbonatation, nous recommandons la projection à partir de 8 degrés. Le traitement des zones à risque est important. L'usage de planelles permet d'obtenir un support homogène, on l'a vu dans le principe de l'élévation. Les accessoires existent dans toutes les couleurs, rouge pour la terre cuite, gris pour la partie béton ou blanc pour les bétons cellulaires. Tout un chacun a développé les accessoires nécessaires à une homogénéisation du support. Pour limiter le risque de fissuration, au niveau de chaque plancher intermédiaire, il faut armer l'enduit. Attention au dimensionnement de l'armature. Le DTU 20.1 est précis. En partie basse, il faut traiter en dessous du dernier rang de l'étage inférieur, 15 cm en dessous. Pour la partie, l'armature dépassera, pour la partie haute, dépassera de 15 cm au-dessus du niveau du plancher. On parle bien de marouflage. L'armature en fibre de verre, résistante aux alcalis, à minima, est marouflée, c'est-à-dire qu'elle est intégrée dans la première passe de l'enduit. Elle est au milieu de cette première passe, dans la tranche. Aucunement directement sur la maçonnerie et jamais sur la partie externe. Toujours dans la première passe. Les armatures de renfort, les petits mouchoirs, les fameux petits mouchoirs, il convient de traiter tous les angles de baies et ouvertures. Nous procédons également par marouflage. Les armatures de renfort sont intégrées là également dans la première passe.
Elles peuvent être mises en place en phase préparatoire de l'induction. Tout dépend de l'organisation de chantier. C'est une démarche préventive qui est préférable aux actions curatives que seront une couche supplémentaire en cas de désordre ou une peinture d'imperméabilisation pour corriger les fissurations à ces endroits plus sensibles. Texture et couleur. Sur l'image, nous avons utilisé le même enduit, la même couleur pour réaliser ces 4 échantillons. En fait, c'est la texture qui donne cette impression de teinte différence. Pour mettre en valeur nos façades, vous pouvez jouer avec ces subtilités. Une astuce à savoir, plus le relief est important, moins la microfissure est visible. Une attention particulière est accordée à la finition talochée, sujette au risque de faïençage. Faïençage, ce phénomène de microfissuration superficielle de la taille d'un cheveu, est visible en période humide. Il peut être corrigé par un hydrofuge ou une peinture minérale. Concernant les couleurs, il est également possible de jongler avec les couleurs. Le nuancier sans teinte est présenté en 4 ambiances de 25 couleurs naturelles. Ce choix vous permettra une parfaite intégration au paysage. Nous avons enrichi notre proposition de 25 couleurs supplémentaires. Sun Plus. Elles sont plus soutenues pour une écriture architecturale plus affirmée. Cependant, la gamme Sun Plus nous permet de vous affranchir des inconvénients des teintes foncées. La technologie des pigments froids se traduit par la réflexion des rayons infrarouges notamment, ce qui a pour effet d'éviter la surchauffe du mur. On lutte ainsi contre les îlots de chaleur. Moins de contraintes, notamment dues par rapport à la surchauffe, implique moins de risques de désordre. Sun Plus, c'est les couleurs en toute liberté et sérénité. À vous maintenant de jouer. Nous serons toujours à vos côtés pour réussir l'acte de construire et de rénover. Je tiens à remercier vivement et sincèrement Christine Guitonneau de chez Biobrick et Jean Samaran de chez SEAC qui m'ont aidé à réaliser ce SinaWeb, en espérant que nous aurons su vous intéresser. Évidemment, nous restons à votre disposition. Merci pour votre attention. À très vite. Le rendez-vous est fixé au jeudi 3 décembre 2020, toujours de 14h30 à 15h. Le thème, avec un exposé plus spécifique sur la réglementation sol, présenté par les partenaires assureurs April et l'industriel Rector. Merci de votre attention. Merci Jean-Loup Boissou, tu as tout dit. Donc, normalement, c'était à moi de compléter, mais c'est fait. Voilà, merci pour cette brillante intervention avec quelques petits détails qui seront à régler au niveau de la technique.